Alors Basile, que je croyais être mon ami jusqu'à aujourd'hui, m'a donc laissé la tâche la plus facile de la journée, débattre avec Edwy Plenel, plutôt que de parler de mes jurisprudences Charlie Hebdo, ce que j'aurais pu faire très tranquillement toute la matinée. Mais je soupçonne Basile d'avoir voulu me voir crucifié par la parole plénélienne après que nous ayons été opposés dans l'affaire des enregistrements illicites concernant Patrick Buisson. Edwy Plenel, nous nous sommes déjà croisés souvent dans des salles d'audience, parfois du même côté de la barre et puis parfois sur des rivages un peu opposés. Et il en a été ainsi en particulier dans l'affaire Bettencourt, qui a donné lieu à la jurisprudence la plus remarquable, la plus importante et la plus essentielle concernant l'application et l'interprétation des articles 226.1 et 226.2 du Code pénal qui nous intéressent aujourd'hui. Mais avant de vous parler de cette jurisprudence, faisons un flashback. Nous sommes le 17 juillet 1970. Les garçons qui sont dans cette salle ont des pantalons à pattes d'éléphant. Les filles ont des fleurs dans les cheveux. Et Edwy Plenel vient de consommer ses premiers champignons hallucinogènes. Nous sommes donc à cette date et cela fait un siècle que nous tâtonnons s'agissant de la protection de la vie privée. En 1868, pour la première fois, il y a une loi protégeant la vie privée. Mais ça ne dure pas longtemps, elle n'est pas reprise en 1881 dans notre fameuse loi. Et pendant un siècle, il n'y aura pas véritablement de fondement permettant la protection de la vie privée, à tel point d'ailleurs que lorsque Madame Caillot sera au supplice parce que ses lettres d'amour adressées par son amant, alors ministre de la Guerre, étaient publiées par Le Figaro jour après jour, on feuilletonnait déjà à l'époque, et qu'elle ira voir le président du tribunal de la Seine à cette époque-là pour lui demander ce qu'elle pouvait faire pour éviter cette publication, et bien le président du tribunal lui dira: dans notre pays à ce jour, il n'y a aucune disposition qui permette d'éviter la publication de telles lettres intimes, ce qui fera que, vous connaissez la suite, Madame Caillot ira au Figaro, demandera une audition à son directeur de publication qu'elle abattra par 3 coups de revolver. Alors heureusement pour Edwy Plenel, avec Liliane Bettencourt, c'est plus compliqué. Donc leur localisation et leur durée nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans l'intimité des personnes concernées. Donc là, on ne tient plus compte de ce qui a été dit. Mais la Cour d'appel de Versailles, voulant certainement renforcer sa motivation, mais à mon sens, elle l'affaiblira par cette précision suivante, ce surabondamment qu'elle rajoute. La Cour d'appel de Versailles dit: surabondamment, les enregistrements publiés fournissent des détails privés sur la vie de Liliane Bettencourt. On ne devrait pas devoir avoir recours à la teneur de ces propos. Et là, on sent que la jurisprudence se remet à aller à tanguer dans un sens et puis dans l'autre, et elle tanguera encore plus, il est vrai, et Basile Ader l'a plaidé dans les affaires Buisson, dans un arrêt de la Cour de cassation qui suivra, de la même première chambre civile, arrêt du 5 février 2014, qui rejettera une QPC de Mediapart à propos des arrêts Bettencourt. Donc, pour l'instant, tout va bien de mon point de vue, mais qui va rejeter cette QPC avec une motivation où, alors là, on vous dit que les articles 226.1 et 226.2 sont constitutionnels. Et pourquoi sont-ils constitutionnels ? Parce que ils n'empêchent la publication que de propos concernant l'intimité de la vie privée. Donc on en revient au critère de la teneur de ce qui est dit ou de ce qui n'est pas dit. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais jamais tenir les 5 minutes, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont réagit Mediapart. C'est là on pose le problème. Mediapart publie une pétition, d'ailleurs signée par de nombreux de mes amis, les premiers étant Charlie Hebdo et Marianne, publie une pétition signée par 50 000 personnes où il est dit ceci. Et là, vous avez le terme de la dialectique qui va nous opposer. Dans une démocratie vivante, le pouvoir du peuple souverain suppose le savoir d'un public informé. Être libre dans ses choix et autonome dans ses décisions nécessite de connaître ce qui est d'intérêt public, c'est-à-dire tout ce qui détermine et conditionne nos vies en société. Pour l'instant, nous sommes d'accord. Ensuite, ça se corse et ça commence à faire un peu froid dans le dos. Rendre public ce qui est d'intérêt public est toujours légitime, notamment, et ce n'est que notamment, quand le secret protège indûment des injustices. Qu'est-ce que c'est qu'une injustice ?
des délits, bon là on en a une liste précise, des atteintes aux biens collectifs ou aux droits humains. Il est à peu près certain que M. Mélenchon n'a pas la même définition de ce qu'est une atteinte aux biens collectifs et aux droits humains que Christian Estrosi. Il est à peu près certain que Cécile Duflot n'a pas la même définition que je ne sais pas qui de ces mêmes délits. C'est impossible à définir. Donc en fait, vous faites le maître de ces élégances et de ce que vous pouvez publier et de ce qui porte atteinte ou pas au bien public. Est-ce que quand on est dans le sexuel, il y a une atteinte aux droits humains et aux biens collectifs? Dans certains cas, pourquoi pas? Donc pourquoi ne le révéleriez-vous pas? On voit là tous les dangers de cette position, mais ça continue. Ainsi, la sécurité des États ne saurait empêcher la révélation de violations des libertés individuelles, pas plus que la sauvegarde de l'intimité de la vie privée, impératif par ailleurs légitime, on écarte ça d'un revers de main, ne saurait être l'alibi d'infraction aux lois communes. Tout est dit, les soutenir, les journalistes, c'est protéger et étendre un droit de savoir universel. Un droit de savoir universel, garantie d'un renforcement de la démocratie mondiale. Moi, j'ai l'impression d'entendre Léonid Brejnev quand je lis cette pétition. Et on va 2 jours plus loin, un peu plus loin, toujours sur Mediapart, quand on, dans un blog, ce n'est pas vous, mais vous êtes le directeur de publication de cela, on titre... Vous êtes l'hébergeur d'un blog qui, 2 jours plus tard, à propos de ces arrêts de Versailles, titre « Une nouvelle affaire Dreyfus en 2013 ». Je comprends que vous puissiez considérer aujourd'hui, regretter un peu ce titre, et on vous dit « mais c'est toute la philosophie de Mediapart, c'est la transparence de notre vie publique qui est refusée, et sans transparence, pas de démocratie ». J'ai tendance à vous dire que cette transparence-là, c'est la mort de la démocratie. C'est une philosophie qui rend fou, y compris nos ministres. L'un d'eux, récemment encore, déclarait « Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur d'être écouté ». C'est pas Michael Hanouna qui déclarait cela, c'est notre ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Hamon. C'est une folie furieuse. On avait le Patriot Act, on a aujourd'hui l'Information Act de médias, parfois comme Mediapart. Où est-ce que vous vous arrêtez si vous estimez que ce qui compte, c'est la teneur des conversations et qu'à partir du moment où c'est de l'intérêt général de connaître ce qui est dit, alors on a le droit de le publier. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas publier des informations obtenues par la torture, par le vol, par la séquestration, peut-être par des écoutes téléphoniques illégales? Monsieur Plenel a été victime de ces écoutes téléphoniques. Comment peut-il aujourd'hui diffuser et justifier et défendre la publication d'enregistrements clandestins et d'enregistrements illicites? C'est un peu le syndrome de l'enfant battu qui, quand il devient grand, devient tortionnaire à son tour. Il y a quelque chose de probablement très psychanalytique. Alors, j'en aurai bientôt terminé aux affaires Buisson que j'ai plaidé avec Basile Adair. Nous sommes donc à la suite des arrêts Bettencourt. Moi, je me disais que si on gagnait dans ces dossiers-là, concernant Nicolas Sarkozy et Carla Bruni et Jean-Michel Goudard, alors ce serait gagné. Et par principe, on poserait que la protection pénale de la vie privée est intangible, qu'on ne peut pas y déroger sous quelque cause que ce soit, et je préfère que quelques coupables ne soient pas punis plutôt que de perdre une liberté individuelle et publique pour 65 millions de citoyens, et plutôt que de permettre l'écoute de 65 millions de citoyens. Donc nous plaidons dans les affaires Buisson, même processus, référé d'heure à heure, le tribunal statue, condamne, demande le retrait des retranscriptions qui sont effectuées de manière assez claire et en faisant très peu référence à la teneur de ce qui a été dit, mais en se fixant sur le procédé de captation. Mais encore une fois, il y a eu un appel, on va devant la Cour d'appel, on gagne à nouveau devant la Cour d'appel. Je crois que les juridictions sont sensibles aux dangers induits par ces procédés. Mais la Cour d'appel, une fois de plus, dans ce fameux mouvement de balancier entre ces deux conceptions, va ressentir le besoin, bien davantage que le tribunal, de faire référence à la teneur des propos et à l'intérêt général. Et évidemment, tout cela, aujourd'hui, est devant la Cour de cassation, se retrouvera, à n'en pas douter, devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Je ne suis pas plus inquiet que cela, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, et en particulier, je ne vais pas la citer, mais la résolution, les divers arrêts que tu as cités, Axel Springer en particulier, se fondant sur la résolution 1165 du Conseil de l'Europe, d'ailleurs, très protectrice et très solennelle sur la protection de la vie privée, estime que c'est au moins aussi important que la liberté d'expression. Je terminerai peut-être par ce propos de Daniel Soulez-Larivière qui vient d'écrire un livre sur cette société de la transparence et sur ces problématiques d'enregistrement illicite. Et il dit ceci. Il dit, et il résume la thèse d'Edwy Plenel, il dit « Le receleur du produit d'un cambriolage se verrait exonéré de toute responsabilité en fonction de la nature des objets volés. Je crois, comme lui, que l'interdit du vol ne peut pas dépendre de ce que l'on vole. L'interdit du vol est intangible et on ne peut pas transiger sur ce principe. Nos jardins secrets, monsieur Plenel, valent plus cher que vos scoops. » Je n'ai pas enregistré à son insu Maître Malka, mais je l'ai minuté. Il a parlé 21 minutes, donc je vais parler dans la même durée, si vous le permettez. N'ayant pas l'habitude de me défausser, ni l'habitude de choisir qui doit intervenir, j'ai évidemment accepté volontiers l'invitation de Légipresse. Je dois dire cependant qu'il y a un déséquilibre dans la façon dont, à la fin de votre journée, ce débat est mis en scène. La logique aurait été d'inviter Maître Mignard ou Maître Torgman, qui défendent au nom du cabinet Lysias la cause de Mediapart, ou Maître François Pinet, qui nous défend devant la Cour de cassation. Pourquoi dis-je cela? Ça nous éviterait des effets de tribune sur l'homme de droit face à l'homme de presse, et cela permettrait de montrer que c'est un débat entre vous, c'est un débat entre hommes de loi, entre ceux qui font la jurisprudence, qu'ils soient magistrats ou avocats. Et ça nous éviterait des effets de tribune dont je vais montrer qu'à mon avis, loin de parler de l'actualité récente, ils sont en train de ruiner toute notre jurisprudence libérale sur le droit de la presse depuis qu'elle a été constituée après la loi de 1881. Car il y a un illibéralisme français foncier qui explique le fait qu'il ait fallu près d'un siècle après l'avoir proclamé pour que nous ayons réellement une liberté de la presse en 1881, pour que nous contraignons les pouvoirs, qu'ils soient d'empire ou qu'ils soient républicains, la Deuxième République notamment, à ne pas se méfier de cette liberté, à l'accepter pleine et entière et à ne pas la juguler a priori par le cautionnement, par l'autorisation préalable, par divers modes de censure. Je rappelle que la loi de 1881, quand elle a surgi, en même temps que les lois scolaires, après des débats que je vous invite à relire, tellement ils étonneraient certains de nos plaideurs d'aujourd'hui, notamment les propos, tout ce qu'il y a de plus radicalement démocrate de Clémenceau, cette loi de 1881 fut à son époque, la loi la plus politiquement libérale du monde entier, la loi la plus avancée, avec, je vous le rappelle, son article 1er, l'imprimerie et la librairie sont libres, point. Pas de sauf, pas de contrainte, pas de réserve. On parie sur la liberté, liberté économique aussi, et chacun sait, qui connaît un peu l'histoire de la presse, que la seule période où la presse française fut vivante, fut rentable, fut profitable, fut indépendante, sans fil à la patte d'industriels qui la soumettent, permettent des sursauts républicains, y compris face à des presses qui abaissaient le débat public, la libre parole antisémite et d'autres. Ce fut cette période qui va de 1880 à 1914. C'est après que la presse fut faible, qu'après la saignée de 14, qu'elle fut abaissée, et ainsi de suite. Là, nous avons eu un moment formidable de république parlementaire, inventive, y compris sur ce terrain du droit de la presse. Je dis cela parce que nous sommes dans un moment semblable. Et plutôt que de faire des effets de tribune comme ce qui vient d'être fait, je voudrais vous appeler à un peu de sérieux. Nous sommes face à une révolution industrielle de la même ampleur qui a donné naissance à l'espace public démocratique de la presse de masse. C'est dans le journal, la gravure de Vallotton pendant l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire tout d'un coup, la presse qui était un objet particulier, réservé à des élites, face à un peuple majoritairement illettré, est devenu un enjeu permettant de construire un espace public. C'est simple, moteur technologique, l'électricité, la rotative, la linotype, invention américaine, tout cela est le début
de notre démocratisation qui a permis, pour le meilleur et pour le pire, cet espace public. Nous vivons une révolution industrielle de la même ampleur. Nous ne vivons pas une crise, nous vivons une réalité objective qui a plein d'aspects culturels, sociaux, géopolitiques. Le moteur, c'est le numérique, qui, comme toutes les révolutions industrielles de nos modernités, c'est la troisième du nom, modifie notre rapport à l'espace. Il est réduit, au temps, il est immédiat. Dans un moment comme celui-là, il y a deux attitudes. Soit l'attitude de regret, c'est-à-dire que la modernité donne une brèche à tous les conservatismes qui, du coup, brandissant, caricaturant, diabolisant les effets de cette modernité, voudront s'en prendre aux libertés déjà acquises, voudront revenir sur la tradition démocratique. Ou bien, au contraire, on s'appuie sur cette modernité pour dire qu'il faut aller encore plus loin, faire encore plus confiance à nos libertés, qu'il faut au contraire les étendre, qu'il faut au contraire jouer le caractère positif de la liberté qui va du coup dynamiser notre espace démocratique. Quand je dis que ce sont des discussions sérieuses, nous l'avons, et je suis le seul journaliste à y siéger, dans une commission très originale qui a été créée par le Parlement au début de cet été, qui comporte 26 membres, 13 parlementaires de l'ensemble des tendances et 13 autres membres, dont essentiellement des juristes, dont l'ancienne bâtonnière Madame Ferrell-Schul, qui est cette commission sur le droit et les libertés à l'âge du numérique. Nous sommes donc dans ce moment-là. Et l'affaire Bettencourt, la suite Buisson l'a montré, Atlantico, l'affaire Bettencourt est le théâtre de cela. Est-ce que l'on va, à ce moment-là, au contraire, continuer à défendre le meilleur de notre tradition démocratique, ou est-ce qu'au contraire, on va prendre prétexte, y compris dans l'ignorance, y compris dans la méconnaissance, dans la diabolisation de ce qui est neuf et que parfois on ne lit pas, car il faut faire l'effort d'aller sur un ordinateur, eh bien, l'on va régresser et revenir en arrière. Tel est mon premier point. Mon deuxième point, c'est d'où je parle, je suis journaliste. Je déteste le mot de transparence, je ne m'en suis jamais revendiqué. J'ai expliqué dans un livre intitulé « Le droit de savoir » que M. Soulez-Larivière n'a pas lu, tout en prétendant me répondre, et qui est paru 1 an et demi avant, j'ai expliqué très précisément notre démarche. Nous ne sommes pas du côté d'une exigence de transparence. Je pense qu'une société, et je vais y revenir, a besoin de secrets légitimes, et les individus notamment. En revanche, nous sommes du côté du droit de savoir, « the right to know ». Un droit fondamental, un droit qui est aussi essentiel, et il suffit de relire des discours historiques de Victor Hugo sur la Deuxième République pour s'en convaincre, qui est aussi essentiel que le droit de vote, qui est d'un ordre différent, mais qui est aussi légitime. Il ne suffit pas de voter. Je peux voter et me tromper. Je peux voter et être dans l'aveuglement. Je peux voter et donner la main au pire parti politique. Pour voter dans une démocratie sincère, dynamique, vivante, j'ai besoin d'être informé. J'ai besoin de savoir. Et le sursaut démocratique de la Révolution française, c'est celui-là. Ce fut, comme l'ont rappelé notamment des historiens américains, une révolution du journal. Et dans cette révolution du journal, il y avait cette phrase de Bailly, premier président du tiers-État, très oublié, premier maire de Paris, la phrase étonnamment moderne dans sa formulation dès 1789, la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. Oui, tout ce qui est d'intérêt public doit être public, parce que cela est fait en notre nom de peuple souverain. Et en effet, c'est tout ce qui concerne notre vie publique, tout ce qui concerne ce qui est décidé pour nous, doit être public. Et pour pouvoir exercer mon vote de citoyen libre et autonome, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est, j'ai besoin d'être informé. J'ai bien dit d'intérêt public. C'est une notion essentielle et que tous les juristes connaissent, c'est le premier élément de la bonne foi, légitimité du but poursuivi. Était-ce d'intérêt public ? Et notre jurisprudence libérale n'a cessé de le préciser, de permettre aux journalistes, en dehors de la vérité des faits, de l'exception de vérité, de dire d'abord, écoutez, j'avais le droit d'aller dans cette direction. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les membres du tribunal, c'était d'intérêt public. Et après, je rends compte de comment j'ai travaillé et vous allez voir si j'ai commis des fautes. D'intérêt public, cela veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, qu'il y a du privé. Bien sûr,
Hobbes, nous le savons tous, depuis le Léviathan. Privé, c'est libre en secret. Et nous avons besoin, pour constituer cet espace public, d'avoir cette liberté en secret, où nous pensons, où nous disons des bêtises, bien sûr. Mais la vie privée, pas plus que le secret des affaires, pas plus que le secret professionnel, pas plus que le secret défense, ne peuvent être des alibis pour protéger des infractions, des délits et des crimes qui portent atteinte à l'intérêt public. Jean-Pierre Mignard, dans ses plaidoiries, a toujours pris cet exemple. Je suis le voisin de quelqu'un, j'entends régulièrement des bruits, des appels au secours. Je ne comprends pas. Au bout d'un moment, je regarde par le trou de serrure, je vois que quelqu'un violente une femme, et au bout d'un moment, elle appelle au secours et la crise est plus grave. Je casse la porte de l'appartement, j'interviens, je viole un domicile, et ainsi de suite. Je rendrai compte de mon acte après. Je rendrai compte en fonction de ce qui s'est passé, des faits. Nous voyons bien, et vous le savez bien, c'est la question de la proportionnalité, qu'il y a des conflits de droits fondamentaux, qu'il y a des conflits de libertés fondamentales. Et c'est autre chose que de rendre ça de manière simpliste, Brejnev, etc., le KGB, on m'a fait la CIA, on m'a fait Staline, on peut me faire Trotsky. Enfin bref, tout ça est stupide, je le dis très sincèrement, et en respect pour l'intelligence de Maître Malka. Ce n'est pas de ça dont nous discutons, ce n'est pas de caricature, c'est de notre intérêt commun dans ce moment-là, de cette tension. Qu'est-ce qu'a décidé notre jurisprudence? Qu'est-ce qu'elle a construit? C'est que le journaliste, dans une loi spécifique, rendait compte des risques qu'il prenait. Et c'est pour ça qu'il y a une loi sur la presse, et c'est pour ça que toutes les commissions consultatives des droits de l'homme, commission sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, critiquent la nouvelle loi sur le terrorisme, parce qu'elle sort des délits du droit sur la presse, des délits d'opinion. Il y a un droit de la presse, on en rend compte dans ce contexte. Quand le Canard enchaîné publie une feuille d'impôt d'un PDG, c'est l'arrêt Calvet, vous le savez très bien, il commet une infraction, c'est un secret. Mais il en rend compte, et il rend compte de pourquoi il l'a publié. Et il l'explique, et la Cour européenne donne raison. Donc nous avons plein d'arrêts de notre jurisprudence concernant d'autres documents que des enregistrements, je vais y revenir, mais qui concernent des documents papier où nous avons été confrontés à cela. J'en viens maintenant, et c'est mon troisième point, au point de départ de ce débat qui est l'affaire Bettencourt. Dans l'affaire Bettencourt, Mediapart, pas plus que quiconque autre journaliste, n'a espionné personne. Mediapart n'a violé l'intimité de personne. Mediapart n'a pas pour habitude d'enregistrer les personnes à leur insu. Mediapart respecte la tradition de notre métier au cœur de la modernité. Un majordome a commis un délit. Il l'assume. Il l'a lui-même rendu public en remettant ses enregistrements à une personne pour qu'elle les remette à la police. Il assume son délit. Il assume son délit en disant « j'ai voulu protéger ma patronne ». Il y avait des aigrefins autour d'elle qui étaient en train de la manipuler, de la dépouiller. Je l'aime, je suis chargé de la protéger. Je suis, comme il dira dans un célèbre interview, je suis en servitude. C'est sa façon de définir sa place dans la maisonnée Bettencourt. Je la protège. Et donc je la protège, je mets dans ce petit endroit où elle tenait ses réunions d'affaires, c'était dans cet endroit qu'elle tenait ses réunions d'affaires, je mets sur la table roulante qui apporte le thé ce petit enregistreur. 21h. Mediapart apprend que ces enregistrements existent, Mediapart les cherche, Mediapart les obtient. Mediapart les obtient en choisissant, et ce ne sera pas le cas d'autres concurrents imprimés, de refuser d'avoir une quelconque synthèse. Nous disons, nous ne pouvons exploiter ce matériau qu'après l'avoir entendu in extenso. Et évidemment, qu'en l'entendant in extenso, nous nous trouvons dans une situation qui serait détestable si nous avions décidé d'espionner quiconque. Sur ces 21 heures, nous n'en avons exploité qu'1 heure. Tous nos articles ont été accompagnés. Le problème, c'est que ceux qui nous ont jugés après, la Cour de cassation, n'ont même pas pris la peine d'aller sur un ordinateur pour les lire. Nous, la presse numérique, nous pouvons mieux respecter le contradictoire. Il y a le lien hypertexte. L'ensemble des protagonistes cités dans notre article étaient cités dans le prolongé.
Nous leur avions tous demandé de réagir avant publication, ce qui n'était pas le cas chez le concurrent, qui lui citait des passages qui concernaient la vie privée. Nous, uniquement, dans la boîte noire, je le rappelle, après avoir pris connaissance de l'intégralité de ces enregistrements, c'est un texte qui est en bas de page de chaque article de l'affaire Bettencourt. Mediapart a jugé qu'une partie de leur contenu révélait des informations qu'il était légitime de rendre publiques parce qu'elles concernaient le fonctionnement de la République, le respect de sa loi commune et l'éthique de ses fonctions gouvernementales. Nous avons bien entendu exclu tout ce qui se rapportait de près ou de loin à la vie et à l'intimité privée des protagonistes de cette histoire. Nous nous en sommes tenus aux informations d'intérêt général, firent donc dans ces verbatims les seuls passages présentant un enjeu public, le respect de la loi fiscale, l'indépendance de la justice, le rôle du pouvoir exécutif, la déontologie des fonctions publiques, l'actionnariat d'une entreprise française mondialement connue. Évidemment, conformément à la loi sur la presse, respectant cette jurisprudence libérale, en première instance et en appel, ici même, à Paris, on nous a donné raison. Que s'est-il passé? Il s'est passé un revirement, et j'y insiste, par la chambre civile de la Cour de cassation. Il serait bon qu'un jour la Cour de cassation se réunisse en assemblée plénière pour se mettre d'accord entre chambre criminelle et chambre civile. La chambre criminelle a validé ces enregistrements, a décidé qu'ils étaient une preuve que la justice pouvait exploiter, pas l'heure exploitée par Mediapart. Les 21 heures sont une preuve. Il va y avoir 2 procès sur la base de ces enregistrements. Des gens vont être jugés avec ces enregistrements. Et le majordome, pour l'instant, n'est pas renvoyé. La date du procès du majordome n'est pas fixée. Il viendra après. L'aspect violation de l'intimité privée n'est pas audiencé pour l'instant. La justice a d'abord audiencé tous les délits dont je parle, pendant que, entre-temps, l'administration fiscale ait enfin récupéré quelques millions grâce à Mediapart. Parce que oui, ça a été une bataille. Ça a été une bataille au sein de la justice, vous le savez bien, avec certains qui voulaient freiner c'est la révélation de ces délits, certains qui servaient des intérêts extérieurs au bien public, qui servaient d'autres intérêts privés dans ce dossier. Et vous le savez bien, la justice a dû se prononcer, cela a été délocalisé pour cette raison. Et donc, c'est un retournement qui s'est fait sur 2 articles, cela a été rappelé par la Chambre civile, l'article 226.1 et l'article 226.2. Il n'est peut-être pas inutile de les citer. L'article 226.1 sanctionne le fait de capter, d'enregistrer ou de transmettre sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. L'article 226.2 sanctionne des mêmes peines 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, le fait de porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par cet article. C'est une loi, en effet, du 17 juillet 1970. La révolution numérique n'existait pas. Le champ des preuves matérielles que pouvaient avoir des journalistes ne s'était pas élargi au son, à l'image, comme aujourd'hui. Il ne portait que sur des documents écrits. À l'époque, le garde des Sceaux, René Pleven, sera critiqué pour le risque que fait courir ces dispositions à la liberté de la presse. Du coup, il dira « ça ne doit pas porter atteinte à la liberté de la presse. Elle concilie sans équivoque, de manière aussi équitable que possible, le droit au public à l'information et le droit au respect de son intimité. Pas l'un contre l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre, les deux. Et c'est au juge de trancher. Non, maître Malka, ce n'est pas moi l'arbitre, c'est le juge l'arbitre. Mais encore faut-il que je puisse aller devant le juge. Quel est le sens de cette jurisprudence de la Chambre civile? C'est que je ne peux pas aller devant le juge. C'est une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la liberté d'expression et d'information, car cela contourne le droit de la presse en privant les journalistes des moyens d'offrir la preuve de la vérité des faits rapportés ou de la bonne foi de leurs enquêtes, puisqu'il est exclu par cette jurisprudence régressive, ce renversement de jurisprudence, que nous puissions justifier l'exploitation de documents ou d'enregistrements issus d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, dont nous ne sommes pas les auteurs, même s'il est avéré que ces pièces, qui sont dans des dossiers de justice, ont permis de révéler des faits d'intérêt public, des délits, des crimes, des infractions graves. C'est exactement une atteinte à notre jurisprudence libérale sur le droit de la presse. Et vous voyez bien, et je vois bien ce que cherche Maître Malka
et d'autres comme lui. C'est évidemment, comme il dit, c'est un événement formidable, et c'est un événement formidable que nous allons étendre, en effet, au champ du secret des affaires et du secret professionnel. Je pourrais citer le mémoire de Maître Pinet, tout ça est en ligne et tout ça, les PDF peuvent être chargés dans tous nos articles. Mais c'est intéressant, la dernière décision pour refuser notre QPC de la Chambre civile, toujours elle de la Cour de cassation, est intéressante. Les hauts magistrats concluent au rejet de notre demande de transmission de QPC au motif, nous disions que ces deux articles portent une atteinte manifeste à ce droit. Pouvoir prouver notre bonne foi ou pouvoir prouver la vérité des faits. Il dit que ça ne présente pas un caractère sérieux parce que le droit au respect de la vie privée recouvre, je les cite, notamment, écoutez bien, l'usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement établi à une divulgation. Cela ne manque pas de sel dans l'affaire Bettencourt. De quoi parle-t-on? Non pas de où Madame Bettencourt investit son argent. Nous parlons de trafic d'influence, nous parlons de fraude fiscale à grande échelle, nous parlons de détournement d'argent qui devrait aller dans les caisses des pouvoirs publics. Nous ne parlons pas de ce que fait Madame Bettencourt de son argent. Nous parlons de délit, d'infraction. Et vous voyez bien quel est le glissement qui verrouille en clair, et là nous sommes au cœur probablement de notre époque, de notre actualité, des secrets d'argent, des secrets de pouvoir liés à cette domination de l'argent sur notre société. La décision finale, comme vous le savez, a abouti à la censure de... Il me reste 2 minutes par rapport au temps de Maître Malka. À la censure de 72 articles, événement sans précédent qui nous a amené à faire l'appel que l'on sait, 72 articles, a abouti à une situation totalement ridicule. Nous sommes à l'heure du numérique. Évidemment, tout ce qui a été censuré a circulé ailleurs, a été repris ailleurs. Et, comment dire, a été repris ailleurs jusqu'à cet événement sans précédent. Il y a en librairie aujourd'hui une pièce de théâtre faite par notre plus grand récitant. Il a 87 ans, c'est probablement le plus grand auteur de théâtre contemporain français. L'homme qui n'a loupé aucune des grandes crises françaises dans l'ordinaire de nos sociétés, Michel Vinavert. Elle s'appelle Bettencourt Boulevard. Elle est sous-titrée « Une histoire de France ». Il y a dans cette pièce les personnages réels. Il y a l'histoire à la manière Vinavert. C'est fait de tout le collage, de tout ce qui est public, de tout ce qui est dans le dossier d'instruction, de tout ce qui est dans les livres sur cette affaire. Tout ça y est en espace public, tout ça n'est pas censurable, on ne va pas censurer Voltaire. Mais on a censuré le journal qui a permis que la justice fasse son travail, qui a permis qu'il y ait un débat sur les conflits d'intérêts, qui a permis qu'il y ait une réflexion sur la moralisation de tout cela dans notre société. Je vous invite tous, pour poursuivre ce débat, à venir, ce n'est pas loin, au Théâtre de la Ville, dimanche 19 octobre au soir, où le journal Mediapart, mais aussi le journal La Croix, de journaux sérieux, autour de 2 de leurs journalistes, Antoine Payon et Fabrice Arfi, organisent une soirée de 3 heures contre la corruption. Il y aura un invité vedette. Cet invité vedette, c'est Roberto Scarpinato, le dernier des procureurs anti-mafia en Sicile, l'homme qui a écrit Le Retour du Prince, que je vous conseille de lire. Il sera là. Il viendra là, avec ses gardes du corps et avec son interprète. Roberto Scarpinato, et cela fait le lien avec ce que nous met sous les yeux le théâtre de Vinavert, et avec l'hypocrisie totalement tartuffienne de ces décisions, qui portent atteinte, encore une fois, à notre jurisprudence libérale. Rappelle l'origine du mot obscène, parce que bien sûr, quand on a diffusé cette petite partie des enregistrements, le comportement du chargé d'affaires, les trafics d'influence, les conflits d'intérêts, tout ça nous a semblé obscène. Les montants d'argent, il y a de l'obscénité à tout cela. Dans une société qui vit la crise que l'on sait. Et cette obscénité, il faut parfois la voir. Or, c'est quoi obscène? Obscenum, en latin. Obscenum, c'est ce qui est hors la scène, ce que l'on ne doit pas voir sur la scène. Et les magistrats qui doivent parfois traquer des délits de la haute société
Et les journalistes qui doivent prendre le risque parfois de porter atteinte au secret indu des pouvoirs mettent sous les yeux cette obscénité. Et c'est cette obscénité qui a fait peur, c'est cette obscénité que l'on a voulu cacher par ces arrêts liberticides. Et nous sommes convaincus que nous gagnerons devant la Cour européenne des droits de l'homme. Merci.